Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré aux notions de travail et de technique. La dernière fois, on a développé autant que possible la théorie libérale d'Adam Smith pour essayer de montrer ce qui faisait sens dans celle-ci, quelles étaient les idées reçues ou fausses au sujet de son idéologie libérale et à quels problèmes sa théorie pouvait réellement conduire. Je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo qui est à mon humble avis une des plus complètes et abouties que j'ai pu faire jusqu'à présent, bien qu'elle soit longue. À la fin de cette vidéo, on s'était donc quitté sur un problème de taille qui était que l'on n'était pas sûr que l'État demeure réellement impartial à l'égard du marché, ou en tout cas que le souverain fasse montre d'une bienveillance suffisante pour assurer par certaines mesures une certaine justice au niveau social et une certaine équité entre les membres du corps politique. Hein, vous vous rappelez, on avait vu que finalement le seul vrai point faible ou problème de la théorie d'Adam Smith, c'était que le rôle de l'homme politique était primordial et important, mais puisque c'est justement à lui de faire preuve du plus de bienveillance possible, c'est justement, comme le reconnaissait Adam Smith, le problème parce que c'est le rôle le plus exigeant et donc ça sera peut-être celui qui sera le moins bien fait. Bon, donc en effet, à quoi bon travailler si ce qui est gagné en retour n'est pas suffisamment élevé pour permettre aux citoyens de bénéficier des avantages de la vie civile? Eh bien, ce problème, justement, fait intervenir le rôle qu'occupe le travailleur par rapport à l'ensemble de l'État et nous amène à conduire une nouvelle interrogation sur la nature même du travail. Il convient de déterminer à présent sur quoi reposent les inégalités sociales liées à la répartition des biens et des richesses qui sont des produits du travail. De prime abord, on pourrait répondre que c'est à cause d'une organisation sociale injuste ou de la corruptibilité du pouvoir en place par les marchés ou les lobbies, dont on a vu dans notre vidéo précédente que c'était justement ce que voulait éviter Smith. Néanmoins, ce que je veux démontrer dans cette vidéo, c'est que ça, c'est qu'un aspect du problème, et ça en est même la surface, selon moi, et c'est ce que je vais démontrer dès à présent en m'appuyant à nouveau sur Aristote. Le fait qu'il y ait une répartition des richesses qui soit inégale alors que chaque individu travaille et mériterait donc de pouvoir vivre confortablement en retour, ne dépend pas tellement du système politique en lui-même, mais d'une certaine conception du travail comme activité contre nature. Donc vous voyez, en fait, ce que je propose, c'est de remonter, on va dire, l'organisation politique inégalitaire vers l'idée, si vous voulez, qui en est à la source, ou plutôt la conception du travail qui justifie cette, cette organisation-là inégalitaire d'un point de vue logique. Parce qu'en fait, si on a une vue d'ensemble, si on regarde un petit peu comme comme le ferait justement Marx dans le manifeste du Parti communiste, si on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'en fait, en tout temps, en tout lieu, il y a toujours eu une classe qui a exploité une autre. Ça a toujours été le cas. Donc je développe ce point, je m'explique. Dès l'Antiquité grecque, où l'esclavage était considéré comme quelque chose d'acceptable, même si en réalité seuls les plus riches pouvaient bénéficier d'un esclave, un individu qui fait tout à ta place, donc il fallait quand même avoir les moyens de se le payer. Bah, on peut constater que le travail était considéré par une partie importante de l'aristocratie comme une activité avilissante et contre nature. En ce sens, Aristote disait dans son ouvrage Les Politiques au livre 1 qu'il est nécessaire que certains soient les esclaves des autres, ou plus précisément que l'esclave est nécessaire pour les besoins de la vie, car il accomplit à la place de son maître le travail, qui est une activité contre nature. Qu'est-ce que ça veut dire que le travail est une activité contre nature? Est-ce que ça veut dire pour Aristote, qui par ailleurs représente ici un point de vue assez commun à son époque, que le travail s'oppose à la nature en permettant en théorie à l'homme de survivre, en lui, en lui faisant face courageusement par ses efforts? Eh bien, c'est plus précis que ça. En fait, pour Aristote, le travail est une activité contre nature dans la mesure où elle s'oppose à l'accomplissement rationnel de l'homme qui se distingue du reste des animaux par le fait qu'il possède l'intelligence,
ou une âme intellective plus précisément, si on reprend la terminologie conceptuelle de son traité sur l'âme, du De Anima. De fait, ce n'est pas en travaillant que l'on devient heureux pour Aristote, car le travail est un labeur qui épuise et rend même bête, puisque pendant que l'homme travaille, il ne peut plus accomplir sa finalité naturelle en se cultivant. Pour Aristote, si l'homme possède la raison, ce n'est pas pour ne rien en faire justement, mais bon, j'ai déjà expliqué ça dans ma toute première vidéo consacrée à son éthique, et il ne peut donc pas passer sa vie à travailler. Je vous renvoie également à ma récente vidéo sur Aristote où j'ai expliqué pourquoi pour Aristote le travail était un moyen et jamais une fin en soi, si vous voulez un approfondissement de ce point précis. C'est de cette manière-là donc que Aristote justifie l'esclavage. Il est tout à fait normal et même légitime que l'on puisse éviter de travailler autant que possible et même que l'on puisse déléguer à quelqu'un d'autre le travail que l'on devrait en théorie accomplir pour gagner sa vie, puisque l'homme n'est pas conçu pour cela. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais l'esclave, c'est bien un homme lui aussi, non? Pourquoi l'esclave aurait moins le droit de passer sa vie à se cultiver que son maître? Eh bien, justement, parce que selon Aristote, l'esclave qui travaille pour un autre est esclave par nature. Il n'a pas été conçu pour exercer pleinement sa raison et avoir du temps libre pour l'exercer, car il n'est pas un être intelligent au même titre que son maître. Il est donc naturel que l'esclavage soit autorisé dans la cité, puisque si les esclaves n'existaient pas, les philosophes, les scientifiques et les mathématiciens, par exemple, n'auraient pas le temps de se cultiver et de développer leur savoir, qui est la conséquence même de leur nature, et qui leur permet d'accomplir cette dernière. Le travail est donc une activité contre nature d'après Aristote, parce qu'elle s'oppose à la nature même de l'homme, qui est intellectuel. Travailler ne vous rendra pas plus intelligent pour Aristote, bien au contraire, ça vous rendra plus bête, et de toute façon le travail est relatif à la survie. On a besoin de travailler pour obtenir de quoi manger ou se loger, mais pas à la vie bonne qui, elle, nécessite l'accès à la culture. Puisque comme je l'avais expliqué, je le rappelle, Aristote distingue la vie même en tant que processus biologique, et la vie bonne. Une vie bonne, c'est une vie humaine, pour une vie qui est conforme à notre nature, une vie où on se cultive justement. Par conséquent, il n'y a rien d'anormal ou même d'immoral à utiliser l'esclave pour travailler à sa place, car il n'est qu'un outil nous servant à dégager du temps libre. Et de toute façon, il n'est pas un homme, hein. On a établi que c'est un intermédiaire entre l'animal et l'homme. Dans la hiérarchie d'Aristote, je crois même que l'esclave est inférieur à l'enfant, qui est inférieur à la femme, qui est elle-même inférieure à son mari, bien évidemment. Ah, Aristote. Bref, vous l'aurez compris, Aristote était victime, si on peut dire, des préjugés de son époque. Toutefois, il ne faut pas généraliser ça à l'ensemble des philosophes de l'Antiquité grecque. Épicure était beaucoup plus ouvert sur la question de l'esclavage, par exemple. Il considérait pas les esclaves que justement comme des moins que rien, ou il pensait qu'on pouvait justement philosopher avec eux dans le jardin et que ça pouvait, d'une certaine manière, être des égaux. Donc bon, faut arrêter de sans arrêt vous faire passer tous les anciens pour des horribles personnages. C'est plus complexe que ça, et puis de toute façon, ça n'a pas de sens de les juger à l'aune de nos valeurs contemporaines, je le rappelle. Donc cependant, ce qui est intéressant au niveau philosophique, c'est que comme je l'expliquais, une organisation sociale injuste et inégalitaire repose originellement sur une certaine conception du travail comme quelque chose de nuisible. Le travail est si pénible à l'homme que ce dernier s'est toujours arrangé pour le refiler à un autre dès qu'il en avait l'occasion, et pour pouvoir jouir d'un maximum de biens ou de richesses avec le minimum d'efforts possible de préférence. Si on laisse de côté la question de l'esclavage, c'est complètement stérile de toute façon de critiquer Aristote, comme je l'ai dit, avec nos standards de moralité actuels, surtout quand on voit à quel point l'esclavage est devenu beaucoup plus hypocrite et insidieux de nos jours, et que Aristote était loin d'être un maître méchant ou malveillant en plus de ça. Il y a toutefois un point qui est contestable dans cette conception philosophique du travail selon Aristote, mais au niveau philosophique, en effet, enfin, au niveau conceptuel, hein, on peut justement
se demander très sérieusement où veut en venir Aristote et si justement il opère pas une réduction qu'on peut remettre en question, on constate que Aristote justement réduit le travail à une activité laborieuse qui n'est pas souhaitable en elle-même, mais surtout qui ne peut pas être intellectuelle, puisqu'en fait pour Aristote, le maître de l'esclave, l'aristocrate fortuné, lui, justement, il ne travaille pas, il se cultive. En fait, Aristote ne considère pas le travail intellectuel comme un travail et réduit le travail à une activité productrice. Il crée ainsi une distinction conceptuelle précieuse et fondamentale qu'il faut connaître et maîtriser par cœur. Elle influencera à nouveau énormément Smith et Marx. Il s'agit de la distinction entre poiesis et praxis. Cette distinction célèbre, on la retrouve dans les politiques également, mais aussi dans l'éthique à Nicomaque. La poiesis, c'est toute activité qui consiste à produire un objet extérieur à soi. Il s'agit de toute activité qui produit quelque chose de matériel et de visible. Le potier, donc qui produit des poteries, hein, il constate qu'il produit quelque chose. Le sculpteur, toute forme d'artisanat de manière générale par exemple. Tandis que la praxis, c'est l'inverse, c'est toute activité qui ne produit rien de visible. Enseigner, ça rentre dans la praxis par exemple. Apprendre quelque chose ou se cultiver également, et pourtant ce sont des activités. Le fait de pratiquer la prudence dans nos actions, ça rentre aussi dans le champ de la praxis aussi pour Aristote. Smith reprendra plus ou moins cette distinction dans La richesse des nations, sauf il va il va la déguiser, lui faire prendre une nouvelle tournure. Il parlera de travail productif à la place de poésis, donc travail productif qui produit des objets destinés à être vendus, et donc productif car produisant directement de la richesse, et il parlera en opposition de travail non productif ou improductif, mais bon, il faut pas prendre ça en un sens péjoratif. Et il s'agira de tous les métiers non manuels qui ne produisent rien, mais doivent quand même être rémunérés grâce à la richesse de la nation, permise par le travail productif. Il faut donc retenir cette idée assez simple. Il me semble que pour Aristote, la poésie est une activité de production d'objets qui prend du temps et qui demeure épuisante, tandis que la praxis, justement, n'est pas un travail à proprement parler, mais une activité qui est libre et qui ne produit rien. Se cultiver ou même se divertir rentre dans le champ de la praxis. Quand on s'instruit, quand on se cultive, eh bien, on ne produit rien de matériel, on ne produit pas d'objets. Toutefois, dans le livre 9 de son Éthique à Nicomaque, Aristote dit bien que le loisir, justement, n'est permis qu'à titre de repos et qu'il ne faut donc pas voir celui-ci comme une fin en soi, c'est seulement un moyen de se reposer pour pouvoir ensuite recommencer à se cultiver. En fait, Aristote ne nie pas qu'une activité intellectuelle et non manuelle qui ne produit donc rien peut être fatigante, il se contente juste d'évacuer cette dernière du champ du travail qui est celui de la poésis. Puisque l'activité intellectuelle est celle par laquelle l'homme accomplit pleinement sa nature d'être intelligent. Donc vous voyez, c'est là que repose à mon avis le caractère plutôt discutable de la théorie d'Aristote, dans la mesure où ce dernier sépare ce qui est de l'ordre de l'activité productrice et qui n'est accomplie que pour pourvoir aux besoins de la vie, et ce qui est de l'ordre de l'activité non productrice, nécessitant un temps libre qui soit hors travail. Seule la praxis étant digne d'une vie bonne qui soit proprement humaine, et pas celle d'un esclave justement, puisque l'on a vu que pour ce dernier, le travail était une activité contre nature. Or, peut-on précisément objecter à Aristote que le travail n'est peut-être pas si opposé que cela à la nature humaine intellectuelle, dans la mesure où, pour produire quelque chose, il faut nécessairement avoir fait sien certaines règles, et donc avoir accompli un effort intellectuel antérieur. De même, peut-on sérieusement considérer que l'artisan, ou même l'agriculteur par exemple, ne sollicite jamais son intelligence lorsqu'il accomplit un travail manuel? En effet, travailler implique de recourir à une technique, justement. La technique désignant également, comme je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo sur ce sujet, les moyens par lesquels nous accomplissons un travail. Pour travailler, il faut nécessairement
développer une technique, l'apprendre et la mettre en œuvre. Or, développer des techniques de travail pour accomplir au mieux sa tâche ne revient-il pas justement à faire fonctionner son intelligence, y compris lorsque nous les appliquons? C'est ce point que l'on étudiera la prochaine fois, et on aura recours pour cela à un texte assez peu connu d'un immense auteur que vous avez déjà sans doute souvent eu l'occasion de voir sur cette chaîne. En attendant, je vous remercie de suivre mon travail et je vous dis à très bientôt.